Le Soleil, superpuissance de notre système solaire, est comme un haut fourneau thermonucléaire secoué d'explosions colossales. Il faut imaginer une quantité de matière du volume de l'Everest qui surgit du Soleil pour s'élancer dans l'espace. Tout cela se passe à 150 millions de kilomètres de notre Terre. On pourrait donc se croire à l'abri des changements du Soleil, mais est-ce bien certain? L'activité du Soleil compte énormément, surtout de nos jours. La zone la plus dangereuse se situe au centre du Soleil, quand il nous fait face. Certains experts nous prédisent une activité solaire particulièrement débordante. Il n'a donc jamais été aussi important de comprendre les secrets du Soleil. Il y a des milliards d'étoiles dans l'univers, mais l'une d'entre elles est toute proche de nous, le Soleil. C'est une boule infernale, composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium à l'état de plasma, qui bouillonne à des millions de degrés. De violentes explosions y font rage, et des tempêtes de radiation mortelle s'en élancent à travers l'espace. Notre Soleil fait partie de ces étoiles que l'on appelle des naines jaunes. Jaunes à cause de leur couleur, et naines parce qu'elles sont très petites, pour des étoiles. Mais tout est relatif, car on pourrait caser dedans 1 million de terres comme la nôtre. Dans le système solaire, aucune étoile n'est plus grande que le Soleil. À des millions de kilomètres de chez nous, la star céleste fait tout simplement un malheur. Le Soleil est vraiment énorme. Il domine notre système solaire. Il n'est pas seulement la plus grande étoile du système solaire, il en est la seule. Il trône au milieu d'autres éléments, les planètes, les comètes et les lunes, mais il demeure notre étoile. Notre étoile est une énorme source de chaleur et d'énergie. Sa température dépasse les 5000 degrés et il produit 380 milliards de mégawatts. Il y a de quoi se sentir bien petit quand on sait que le barrage Hoover sur le Colorado ne produit, lui, que 2080 mégawatts. En l'espace d'une seconde, le Soleil dégage plus d'énergie que n'en a utilisé la civilisation humaine depuis sa naissance. Et le plus incroyable, c'est que cela dure depuis des milliards d'années. Les astronomes de l'Antiquité n'arrivaient pas à comprendre comment le Soleil pouvait produire autant d'énergie depuis si longtemps. C'était le premier mystère. Comment le Soleil fabrique-t-il cette énergie? Au début du 19e siècle, les scientifiques supposaient que le Soleil fonctionnait comme n'importe quel feu sur la Terre, qu'il avait une source de combustible, peut-être du charbon, qui se consumait tout doucement. Mais cette théorie posait un sérieux problème. J'ai là un feu en face de moi. Si je voulais qu'il continue à brûler, il faudrait que j'y ajoute du bois. Sinon, il ne durerait à peu près qu'une heure. Si j'avais un tas de bois de la taille du Soleil et suffisamment d'oxygène pour qu'il brûle, il mettrait quelques 5 à 6 000 ans pour se consumer entièrement. C'est long, mais ça ne suffirait pas à maintenir la vie sur Terre. Au début du XXe siècle, la datation au carbone 14 des roches et des fossiles a mis en évidence que le Soleil existait, non pas depuis quelques milliers, mais depuis 3 milliards d'années. Pour construire un feu qui dure aussi longtemps, il faudrait 72 trillions de cordes de bois de chauffage, soit 12 000 cordes par personne, hommes, femmes et enfants. De toute évidence, il devait y avoir un autre moyen inconnu sur la Terre pour faire fonctionner le Soleil. Dans les années 20, les scientifiques ont trouvé la réponse à cette énigme, sous la forme d'un procédé qui sera exploité plus tard pour la bombe à hydrogène, la fusion nucléaire. La fusion a lieu quand des atomes sont précipités les uns contre les autres à une vitesse telle qu'ils fusionnent au sens propre du terme. Mais pour obtenir cette réaction, il faut réunir certaines conditions. Pour que l'interaction ait lieu, il faut que les deux protons aient une charge électrique positive, de sorte qu'ils se repoussent mutuellement. Et pour cela, vous devez les rapprocher suffisamment. Il faut qu'il fasse chaud, c'est-à-dire que les particules se déplacent très vite et soient assez denses pour se rapprocher et se heurter, de manière à se fondre les unes dans les autres.
Le cœur du Soleil est un chaudron idéal pour la fusion nucléaire. Avec ses 15 millions de degrés, c'est l'endroit le plus chaud du système solaire. Et il est en plus d'une densité incroyable. Le cœur du Soleil est d'une densité 10 fois supérieure à celle du plomb. On pourrait penser qu'à une densité pareille, il devrait être solide, mais ce n'est pas le cas. Il est si chaud qu'il reste à l'état de plasma. Si l'on chauffe suffisamment un gaz, les électrons se détachent des atomes et se mettent à flotter librement. La matière ne se comporte donc plus comme un gaz, et on lui donne un autre nom, celui de plasma. Pour comprendre ce qui se passe au cœur du Soleil, il faut imaginer l'inimaginable. Quand je n'étudie pas le Soleil, je joue au billard. En fait, le Soleil est un endroit où des milliards de particules entrent en collision et en interaction. On dirait un peu une table de billard, mais à l'échelle du cosmos. Au billard, vous pouvez taper aussi fort que vous voulez. Le choc ne sera jamais assez fort pour qu'une boule entre en fusion avec une autre. Mais au cœur du Soleil, la pression et la densité sont si énormes que lorsque deux objets se percutent, ils fusionnent bel et bien. Dans le Soleil, ces objets volants sont des atomes d'hydrogène qui, lancés les uns contre les autres par une pression énorme, vont se transformer en atomes d'hélium. Ce processus de fusion génère un atome d'une masse légèrement moindre que celui qui lui a donné naissance. Et c'est ce reliquat qui est libéré sous forme d'énergie. À chaque seconde, à l'intérieur du Soleil, 600 millions de tonnes d'hydrogène entrent en fusion pour produire 595 millions de tonnes d'hélium. Les 5 millions de tonnes de masse perdues au cours du processus sont converties en une énergie équivalent à 1 milliard de bombes à hydrogène d'une mégatonne. Et cela se répète toutes les secondes. Si l'on observe le cosmos, le processus qui fournit le plus d'énergie est celui qui se produit dans un noyau d'étoiles comme le Soleil. Nous savons donc maintenant que le Soleil est alimenté par fusion nucléaire. C'est le seul combustible que nous connaissons qui puisse entretenir la chaleur du Soleil et maintenir la vie sur Terre pendant des milliards d'années. La lumière du Soleil fait tellement partie de notre vie que la plupart du temps on n'y réfléchit même pas. Quant à la façon dont la lumière nous parvient, c'est une histoire incroyable. L'énergie produite par la fusion est véhiculée depuis le cœur du Soleil par des particules de lumière et de chaleur appelées photons. Ce sont elles qui transportent les rayons jusqu'à la Terre. Pour rallier notre planète, ces voyageurs incandescents doivent d'abord emprunter une route longue et sinueuse, à travers toutes les couches du Soleil, qui ne sont pas sans rappeler les cercles concentriques de l'enfer de Dante. Un photon commence par pénétrer la zone radiative et pèse de quelques 300 000 km. La densité y est telle que le photon entre sans cesse en collision avec d'autres particules, comme les atomes d'hydrogène et d'hélium. Sa progression vers l'extérieur de la zone se fait en zigzag, selon un schéma appelé marche aléatoire par les scientifiques. Le photon ne peut pas s'en sortir sans une interaction incessante. Il se fait absorber par les atomes, puis il est émis à nouveau, et ce va-et-vient se reproduit des millions de fois. Au fur et à mesure que l'on remonte vers la surface du Soleil, la densité décroît. Il y a moins de collisions et d'interactions, et la route est moins difficile. Enfin, quand il n'est plus qu'à environ 200 000 km de la surface, le photon entre dans la zone convective et le rythme soudain s'accélère. Le photon est attiré vers le haut par une sorte de bouillonnement. Il est happé par d'immenses colonnes de gaz qui le véhiculent à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Il ne lui faut alors plus qu'une dizaine de jours avant d'arriver à la surface du Soleil. L'incroyable voyage est presque terminé lorsque le photon émerge des gaz légers de l'atmosphère solaire. Arrivé là, il ne lui faut plus que 8 minutes pour franchir les 150 millions de kilomètres qui le séparent encore de notre planète. Incroyable mais vrai. Lorsqu'elle finit par atteindre la Terre, la lumière du Soleil existe déjà depuis des centaines de milliers, voire des millions d'années. Pour le Soleil, 1 million d'années n'est rien.
Le disque qu'il nous montre au couchant dans sa parfaite simplicité donne une idée fausse de sa longue et violente histoire. C'est une boule de feu née il y a des milliards d'années au cours d'une gigantesque explosion appelée supernova. Cette explosion titanesque, où une étoile bien plus grande que le Soleil a explosé, a donné naissance à un immense nuage gazeux qui faisait plusieurs fois la taille de notre système solaire. Puis, peu à peu, de petits nœuds de matière se sont agrégés au sein de cet énorme nuage. Il y a environ 5 milliards d'années, 10 milliards d'années après le Big Bang, dont les scientifiques pensent qu'il a marqué le début de notre univers, ce nuage a commencé à s'effondrer sous la force de la gravité. Notre système solaire est probablement issu d'un de ces nœuds de gaz autogravitants qui s'est amassé en tournant sur lui-même, un peu comme une patineuse tourne sur la glace en rassemblant les bras. Et à la fin, sont nés l'astre et les planètes qui sont autour d'elle. Finalement, à partir d'un certain niveau de densité, l'étoile est entrée en fusion et s'est mise à briller et à émettre de la lumière. Pourquoi les scientifiques pensent-ils que le Soleil est né des cendres d'une supernova? Nous en avons la preuve sous nos pieds. Des éléments lourds comme l'uranium que nous extrayons de la Terre pour alimenter nos usines nucléaires n'auraient pas pu être produits dans le Soleil. Ils ne peuvent avoir été créés que lors d'une catastrophe comme une explosion cosmique. La Terre et les autres planètes du système solaire sont issues du même nœud de gaz qui a produit le Soleil. C'est au cours de ce processus que le Soleil a accumulé 99% de sa masse. C'est donc le plus gros objet de notre voisinage céleste, et il est doté de la plus forte attraction gravitationnelle. Voilà pourquoi tout tourne autour de lui. De toutes les planètes, la Terre bénéficie d'une relation privilégiée avec le Soleil. Si nous étions plus près de lui, nos océans entreraient en ébullition et s'évaporeraient. Le sol serait si chaud que le plomb fondrait. Et si nous étions plus éloignés, notre planète serait un désert gelé. C'est un peu comme dans le conte de Boucle d'Or et les Trois Ours. Ni trop chaud, ni trop froid, juste ce qu'il faut. Nous sommes à 150 millions de kilomètres du Soleil et bien contents d'y être. Nous avons de la chance. Et si nous sommes ici, c'est parce que les circonstances sont réunies pour que nous y soyons. La Terre a beau être juste au bon endroit dans le système solaire, nous sommes tout de même assez près du Soleil pour être la cible de sa colère. Chaque année, des milliers d'explosions secouent le Soleil. On pourrait s'attendre à ce que de telles déflagrations soient produites par des réactions nucléaires survenant dans le noyau. En fait, ces déchaînements d'explosions solaires ont des causes magnétiques. Notre Terre étant un solide, elle présente un champ magnétique assez simple. Elle possède deux pôles, le nord et le sud. Voilà pourquoi une boussole est si utile pour trouver son chemin sur notre planète. Imaginez qu'au lieu des deux pôles, nous en ayons entre 1 million et 10 millions. C'est exactement ce qui arrive au Soleil. Le champ magnétique du Soleil est un sac de nœuds. Bien qu'il soit maintenu par la gravité, le plasma n'a pas une rotation homogène. Au niveau de l'équateur, le plasma accomplit une révolution tous les 25 jours terrestres, tandis qu'au pôle, il met environ 35 jours. Le Soleil est mu par une rotation que l'on appelle différentielle. Tout ce plasma tourne et se retourne, et c'est pour cela que les lignes de champ magnétique se retrouvent tortillées, vrillées et emmêlées. Les lignes de champ magnétique ont beau être invisibles, notre observation de phénomènes comme les boucles coronales et les proéminences qui s'élèvent dans l'atmosphère solaire nous prouve qu'il en existe bien sur le Soleil. De même qu'en présence d'un simple aimant, la limaille se rassemble, ces boucles de plasma viennent épouser les structures magnétiques qui les sous-tendent. Ces arches de plasma sont si grandes et larges qu'on pourrait y faire passer des planètes de la taille de Jupiter. En tordant le plasma dans l'atmosphère solaire, les champs magnétiques lui donnent parfois des formes hélicoïdales majestueuses, appelées cordes de flux.
Les cordes de flux magnétique fonctionnent un peu comme ces jouets appelés Slinky ou Ondamania. La ligne de champ magnétique tourne de nombreuses fois en une structure hélicoïdale de type ressort. Des lignes de champ magnétique fortement enroulées emmagasinent de grandes quantités d'énergie magnétique libre. Elles peuvent même s'entortiller sur elles-mêmes, générant encore plus d'énergie magnétique. Ces proéminences de plasma peuvent se maintenir durant des semaines, voire des mois. Mais il arrive un moment où l'énergie accumulée doit se libérer. Leur masse est alors propulsée dans l'espace. Dans les zones où les volutes du champ magnétique solaire sont les plus nombreuses et les plus complexes, la chaleur qui bouillonne par en dessous est capturée et connaît des baisses de température avoisinant les 1000 degrés. Il en résulte à la surface du Soleil des zones relativement sombres, appelées taches solaires. Sombres, ces taches ne le sont que par rapport à la matière brillante qui les entoure. Si l'on trouvait moyen d'en faire flotter une dans l'espace, elle brillerait 10 fois plus que la pleine lune. Ces taches apparemment minuscules sont en fait des cratères de plasma aussi gros que notre Terre tout entière. Galilée sera l'un des premiers scientifiques modernes à observer les taches solaires. S'aidant d'une lunette, il projette l'image du Soleil sur le papier et en dessine les contours. Il comprend que ces taches se déplacent à la surface de l'étoile, ce qui lui évoque pour la première fois l'idée de la rotation du Soleil. Non seulement le Soleil tourne, mais les taches solaires elles-mêmes peuvent tourbillonner comme des ouragans à la surface de l'astre. Du fait de ce mouvement, leurs lignes de champ magnétique sont très fortement torsadées. Or, plus les lignes de champ magnétique sont vrillées, plus il y a d'énergie. Et plus il y a d'énergie, plus il risque d'y avoir de violentes éruptions. Si vous imaginez une ligne de champ magnétique comme un élastique et que vous tordez celui-ci suffisamment sur lui-même, il accumulera de l'énergie et quand vous le lâcherez, vous libérerez cette énergie. Si vous lâchez un élastique sans l'avoir entortillé, ça ne marchera pas. Quand une tache solaire libère son énergie magnétique, cela provoque d'énormes explosions dans le système solaire. Ce sont les éruptions solaires. Une seule éruption libère 1 milliard de mégatonnes d'énergie, c'est-à-dire la puissance d'1 million d'éruptions volcaniques sur Terre. Elles apparaissent sous forme de zones extrêmement brillantes. C'est la température de l'ordre de 10 millions de degrés qui produit cette luminosité. Ces éruptions peuvent durer des heures et elles dégagent une énergie colossale. C'est l'équivalent de millions de bombes nucléaires qui quitteraient la surface du Soleil en même temps. Les éruptions solaires ne se contentent pas d'exploser dans l'espace. Elles canalisent également des particules de haute énergie vers une couche du Soleil appelée chromosphère, où elles s'empressent de transférer leur énergie un peu comme une bille de choc heurtant le triangle. La bille de choc se comporte comme une de ces particules de haute énergie en provenance de la zone d'éruption. La bille de choc percute à grande vitesse les 8 billes du triangle, et une fois qu'elle a heurté la bille de tête, l'énergie se transfère aux billes de but qui partent dans toutes les directions à cause de cette énergie qui se répercute sur elles. Si une grosse éruption envoie suffisamment de particules en une seule fois, il se passe des choses étranges. Voici des images d'archives d'un tremblement de soleil. En 1998, une éruption s'est produite dans la couronne. La matière qui jaillissait a heurté la surface du Soleil avec tellement de violence qu'il s'est formé des rides à partir du point d'impact. On dirait que l'on fait des ronds dans l'eau, mais il s'agit en fait de vagues de 3 km de haut qui déferlent à une vitesse dépassant les 400 000 km/h. Le tremblement de soleil de 1998 aurait eu une magnitude de 11,3 sur l'échelle de Richter, c'est-à-dire qu'il aurait été 1 million de fois plus violent que celui qui a secoué San Francisco en 1989. Pour faire trembler la surface du Soleil à ce point, l'éruption solaire a dû dégager une quantité d'énergie colossale. La quantité d'énergie mise en œuvre est celle que l'on aurait obtenue en recouvrant nos terres émergées de dynamite sur une épaisseur d'une centaine de mètres et en faisant tout sauter.
Ce sont des explosions qui n'ont rien d'anodin. Les tremblements de terre ne sont pas les seules catastrophes naturelles qui aient eu leur équivalent sur le Soleil. Une éruption peut aussi déclencher un tsunami solaire. Des vagues de plasma foncent alors dans l'atmosphère solaire à une vitesse de plus d'1 million de km/h pour se disperser en l'espace de quelques heures. Si les tremblements de soleil et les tsunamis solaires ne constituent pas un risque pour la Terre, une violente explosion déchaîne souvent de dangereuses éruptions appelées éjections de masse coronale, ou CME pour Coronal Mass Ejection. Lors d'une éjection de masse coronale, l'énergie de l'éruption projette une bulle de plasma extrêmement radioactive hors de l'atmosphère solaire. Les éjections de masse coronale ont des vitesses variables, mais elles peuvent atteindre 1200 à 1500 km par seconde. Ce n'est pas rien. Et elles propulsent une énorme quantité de matière. Il faut se représenter les quantités de matière comparables au volume de l'Everest, surgissant du Soleil pour s'élancer dans l'espace. Où va cette bulle de plasma radioactif et surchauffé en quittant le Soleil? Elle traverse parfois tranquillement l'espace. D'autres fois, elle peut choisir un cap plus proche de nous. Les éjections de masse coronale du Soleil constituent peut-être la menace la plus importante. Appelée aussi tempête solaire, elle catapulte d'énormes quantités de particules hautement radioactives à 150 millions de kilomètres dans l'espace. La plupart mettent plusieurs jours pour parcourir la distance qui les sépare de la Terre, mais certaines traversant le système solaire à des vitesses avoisinant les 10 millions de km/h atteignent notre planète en moins de 16 heures. Ces tempêtes peuvent provoquer des courants dans l'exosphère, mettre hors système satellites et réseaux électriques aériens et causer autant de ravages à nos infrastructures qu'un ouragan ou une tornade. Mais qui sur Terre surveille ces explosions cosmiques potentiellement dangereuses? Nous voici au QG de l'agence américaine responsable de l'étude de l'océan et de l'atmosphère. Elle abrite les services de la météorologie américaine. Jour après jour, ces prévisions, observations et mises en garde sont des informations capitales pour le quotidien de notre planète. Mais un autre groupe de techniciens moins connus travaille ici, dans un département spécial consacré à l'environnement spatial. Notre mission consiste essentiellement à surveiller le Soleil et à émettre des alertes, des observations et des avis sur son activité. Bonjour et bienvenue à notre briefing de 8h10. Nous avons une éruption de classe C provenant du limbe Est. Il y a donc un risque de CME. Nous n'avons pas noté la présence de protons, mais il y a des électrons. Notons que c'est dans cette région que naît toute l'activité de décembre. Il va se passer des choses dans les semaines qui viennent. Ces météorologues de l'espace sont sur le qui-vive quand s'annoncent des tempêtes solaires susceptibles de perturber la vie sur Terre. Comme elles se composent de particules ionisées, notre champ magnétique commence par les faire dévier de notre planète, un peu comme des vagues se brisent de part et d'autre de la proue d'un bateau. C'est très important, parce que si elles entraient directement en collision avec l'exosphère, elles en arracheraient des morceaux qu'elles projetteraient dans l'espace. Si la planète Mars n'a pas d'atmosphère, c'est notamment parce qu'elle n'a pas de champ magnétique fort. Au fil de millions, peut-être même de milliards d'années, sous l'influence de vents solaires et de CME qui passaient par là, son atmosphère était progressivement projetée dans l'espace. Mais notre champ magnétique n'a rien à voir avec le champ de force des films de science-fiction. Certaines particules peuvent le pénétrer et ioniser l'exosphère. Des tempêtes solaires peuvent même faire fléchir, jusqu'à les rompre, les lignes de champ magnétique de l'autre côté de la Terre, permettant ainsi à des particules ionisées de repartir le long des lignes de champ vers les pôles nord et sud. Des tempêtes particulièrement violentes peuvent même déformer le champ magnétique et créer des courants électriques d'un continent à l'autre. Lorsque cela se produit, les réseaux électriques longue distance peuvent se retrouver en surcharge.
Cela peut endommager des transformateurs à chaque bout de la ligne. En 1989, une bonne partie du Québec a été plongée dans le noir parce qu'un phénomène solaire avait fait éclater un transformateur. Quand ce genre de tempête touche notre système de communication, nos usines électriques et toutes les installations dont nous dépendons, c'est le chaos. Si les compagnies d'électricité ont le temps de réagir, elles peuvent diminuer le courant qui circule dans les câbles et éviter la catastrophe. Les responsables de satellites peuvent eux aussi se préparer à l'attaque, à condition d'être prévenus à temps. Quand une grosse tempête spatiale s'annonce, ils mettent certains de leurs satellites en sommeil pour éviter que la tempête ne provoque un court-circuit ou ne les endommage. Plus ils sont prévenus tôt, mieux cela vaut. On ne prend pas la mer sans consulter la météo. De même, quand on gère de vastes systèmes, comme les réseaux électriques ou téléphoniques, qui risquent d'être affectés par la météo spatiale, il est important de connaître les prévisions pour essayer de limiter la casse. Les tempêtes solaires peuvent aussi perturber les communications radio à haute fréquence qu'utilisent les avions. Dans les années 80, Air Force One, l'avion du président des États-Unis, transportait Ronald Reagan pour un voyage en Chine quand une tempête solaire a éclaté. Les communications ont été impossibles durant plusieurs heures, coupant du monde le chef de l'État américain. C'est la même urgence qu'avec la météo terrestre. Quand on annonce une tornade, on sait qu'il faut informer les gens immédiatement de ce qui se passe. C'est la même chose avec le temps spatial. Il est important de savoir ce qui se passe en temps réel. Il n'y a que quelques heures de cela, nous avons eu une éjection de masse coronale. Il faut savoir où se produit cette explosion. Ensuite, on peut la mesurer et estimer le temps qu'il lui faudra pour aller du Soleil à la Terre. Une très grosse explosion de matière est en train de se produire. Sur cette petite photo, vous voyez que le Soleil en est recouvert. Maintenant, regardez la masse de matière projetée dans l'espace. C'est vraiment gigantesque. Comme les lignes de champs magnétiques émanent des pôles nord et sud, l'énergie des tempêtes solaires a facilement accès à ces zones. C'est pourquoi les experts craignent que les passagers d'un avion survolant les pôles durant une violente tempête ne soient exposés à de dangereux niveaux de radiation, à une dose comparable à une centaine de radiographies. Il ne faut pas prendre ça à la légère, on ne sait jamais. La radiation risque de s'intensifier brusquement alors que l'avion est en vol. La menace de radiation solaire est une raison supplémentaire pour observer le Soleil. Le Soleil est très actif, surtout à notre époque. La Terre n'est pas une île. Nous sommes concernés par l'activité solaire. Ce sont les taches solaires qui déclenchent les plus graves tempêtes. Aussi, les météorologues les suivent-elles attentivement pendant qu'elles tournent à la surface du Soleil. Ce qui compte, c'est l'emplacement. Un point, c'est tout. Des éjections de masse coronale, il y en a tout le temps. Comme le Soleil tourne, une bonne partie d'entre elles se produisent de l'autre côté de l'astre. Tant qu'elles ne sont pas face à la Terre, ce n'est pas trop inquiétant. Au fil de la rotation, la zone d'activité se retrouve plus au centre du disque et nous regarde. C'est là que cela devient critique. La zone de tous les dangers se situe au centre du Soleil en rotation quand il est face à nous. C'est lorsque les taches solaires commencent à faire face à la Terre que la tempête devient vraiment préoccupante. Si elle se forme à ce moment-là, elle peut viser directement la Terre et heurter la planète de plein fouet. C'est comme un fusil pointé sur sa cible. S'il met dans le mille, les dégâts sont d'autant plus importants. La menace est d'une beauté stupéfiante. Les tempêtes solaires créent des lumières somptueuses, aux couleurs miroitantes. Les aurores.
Les aurores fonctionnent comme des enseignes au néon. Dans le cas des tubes fluorescents, l'électricité introduit des particules chargées dans des tubes de verre remplis de gaz. Dans le gaz, ces particules sont excitées et se mettent à briller. S'il n'y a que du néon à l'intérieur du tube, la lumière sera rouge. En ajoutant d'autres gaz comme l'argon, on peut obtenir toute une gamme de couleurs. Le champ électrique à l'intérieur du tube fait fonctionner l'enseigne fluorescente, comme le champ magnétique et l'énergie solaire animent l'aurore. En se précipitant le long du champ magnétique terrestre en direction des pôles, les particules énergétiques de la tempête solaire excitent certains éléments qui sont dans notre atmosphère et les font briller. Les molécules d'oxygène émettent une couleur rouge ou verte, tandis que l'azote émet des roses, des bleus et des violets. Ces images fantomatiques sont généralement confinées aux pôles, mais des tempêtes solaires de grande envergure peuvent les pousser plus près de l'équateur. En 1859, une gigantesque explosion solaire a déclenché une tempête géomagnétique, entraînant la formation d'aurores jusqu'à Rome. La tempête de 1859 était un événement d'une puissance exceptionnelle, que certains ont appelé la tempête solaire parfaite. La tempête de 1859 nous a donné une idée de ce que peut faire le Soleil. C'était une tempête si intense et l'alignement était si parfait que les ressources naturelles de la Terre en ont été tout simplement submergées. Une gigantesque éruption solaire se produit à la surface du Soleil. Moins d'un jour plus tard, et à 150 millions de kilomètres de là, les câbles de communication terrestre se mettent à faire des étincelles. Dans le monde entier, l'activité s'immobilise, tandis que les lignes électriques brûlantes déclenchent des feux de forêt. Dans le même temps, des aurores colorées illuminent le ciel des villes tout autour du globe. La planète vient de recevoir la visite de la tempête solaire parfaite. Le Soleil a fait jaillir cette colossale explosion et une incroyable quantité d'énergie a foncé vers la Terre. Non seulement c'était l'une des 2 tempêtes les plus violentes jamais enregistrées, mais c'était aussi l'une des plus rapides. Surgissant d'une tache pointée directement vers notre planète, elle s'est précipitée sur la Terre en moins de 18 heures. Une fusée extrêmement puissante mettrait des années à rejoindre le Soleil. Eh bien, cette tempête, ce nuage de particules électrisées, a trouvé le moyen d'arriver ici en moins d'une journée. C'est hallucinant. Heureusement, cette tempête parfaite a eu lieu en 1859. Le télégraphe était alors le seul équipement technologique qui pouvait en souffrir. Depuis que nous sommes devenus totalement dépendants de la haute technologie, on n'a pas revu de tempête de ce type. Mais la question demeure. Et si cela se reproduisait? Que se passerait-il? Une nouvelle tempête parfaite peut-elle survenir? La réponse est oui, il n'y a aucun doute. Et comparé à celle de 1859, ses effets aujourd'hui pourraient être dévastateurs. En ce qui concerne nos systèmes de communication, le plus inquiétant, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passerait. Nos technologies seraient mises à mal, comme les maisons en front de mer durant un ouragan. Imaginez que nous perdions les satellites qui assurent le relais de nos téléphones portables, des signaux télévisés et des transactions bancaires. Que se passerait-il si, au même instant, la panne des réseaux électriques plongeait des régions entières dans l'obscurité durant des heures, voire des semaines? Si ces services n'étaient pas rapidement rétablis, on serait au bord du chaos. Il y aurait une répercussion en chaîne sur toute la société. Cela toucherait tous ceux qui vivent sur Terre. Les tempêtes solaires sont aussi difficiles à prévoir que les ouragans. Si les météorologues n'ont pas les moyens techniques de prédire la prochaine tempête parfaite, ils savent en revanche qu'elle devrait se produire à l'apogée du cycle solaire de 11 ans. Ce qui se passe, c'est que le Soleil inverse la direction de son champ magnétique tous les 11 ans. C'est-à-dire que tous les 22 ans, il revient à son point de départ. Au fur et à mesure que l'on approche du changement de cap, tous les 11 ans,
le nombre de taches solaires augmente et l'on note un pic de l'activité solaire. On parle de maximum solaire. Et ces phases sont entrecoupées tous les 5 ans environ de périodes appelées minimum solaire. Ce mouvement s'étale donc sur 11 ans, avec un soleil hyperactif et pris de folie. On dirait les feux d'artifice du 14 juillet. Puis cela se calme, et pendant quelques années, le soleil est assez paisible, jusqu'à atteindre un creux où il n'y a plus guère qu'un pétard qui éclate de temps en temps. Tout comme la saison des ouragans, les maxima solaires sont d'intensité variable. Certains produisent des tempêtes bien plus violentes que d'autres. Et bien que nous soyons actuellement dans une phase de minimum solaire, les scientifiques étudient soigneusement les catastrophes que le prochain épisode risque de déclencher. Le dernier maximum solaire se situe aux environs de 2001. Le prochain devrait donc avoir lieu vers 2012, mais les prévisions varient. Les physiciens spécialistes du Soleil retiennent leur souffle en attendant de voir ce qui va se passer. Les opinions sont extrêmement divergentes. Certains prétendent que le prochain cycle solaire pourrait être le plus violent de l'époque contemporaine. Si ces prédictions se réalisaient, la Terre pourrait en voir de toutes les couleurs. Il y a du souci à se faire si l'événement de 1859 se répète. Les dégâts pourraient être colossaux. Le jour où le Soleil va piquer une crise, on en apprendra long sur la réactivité de notre technologie. Une bonne partie de la violence du Soleil explose ici, dans cette partie infernale de l'atmosphère, appelée la couronne. Cette région a longtemps recélé l'un des grands mystères solaires. En effet, bien qu'elle se trouve à près d'1 million de kilomètres du noyau générateur de chaleur, la température s'y mesure en millions de degrés, ce qui semble contredire toutes les lois de la physique. C'est très étrange. Là, j'ai un thermomètre. Si je l'approche du feu, il indique une température élevée, à peu près 100 degrés centigrades. Si je l'écarte un peu du feu, on obtient quelque chose comme 36 degrés centigrades. Plus je l'éloigne du centre, plus la température tombe. Dans la couronne du Soleil, il fait aussi chaud que dans le noyau. C'est à peu près comme si je disais que là, loin derrière moi, la chaleur du feu était semblable à celle du feu lui-même, alors qu'on en est très éloigné. Qu'est-ce qui peut bien causer cette surchauffe de la couronne? La réponse est plutôt étonnante. Dans l'enfer de la couronne solaire se déchaînent des millions de degrés. Des siècles durant, les scientifiques se sont demandé comment quelque chose d'aussi éloigné du noyau solaire pouvait brûler aussi fort. Récemment, des satellites très sophistiqués ont offert une vue plus précise de la surface solaire, et certains indices ont commencé à apparaître. Sous la couronne, la surface du Soleil bout littéralement. Toute la surface du Soleil est recouverte de cellules de convection. De la matière en fusion s'en élève, atteint la surface, se refroidit en brillant. C'est la lumière que produit l'astre, puis retombe. Chaque bulle de matière qui émerge et qui fait approximativement la taille du Texas s'étale à la surface, refroidit et retombe en l'espace de 5 minutes. C'est un processus d'une violence incroyable et qui se produit à des millions d'endroits sur toute la surface du Soleil, 24 heures sur 24. Ce bouillonnement n'est pas seulement violent, il fait aussi un bruit assourdissant. Le Soleil est un endroit prodigieusement bruyant. Essayez de vous imaginer toute la surface du Soleil recouverte de haut-parleurs, réglés aussi fort que les concerts de rock les plus décoiffants, et vous aurez une petite idée de l'univers sonore qui y règne. La surface bouillonnante du Soleil crée suffisamment d'énergie sonore pour surchauffer la couronne à des millions de degrés. Les scientifiques pensent que c'est la combinaison de ces ondes sonores avec l'énergie du champ magnétique solaire qui est responsable des températures extrêmes qui règnent dans la couronne. Depuis la Terre, on ne peut apercevoir la couronne qu'à l'apogée d'une des manifestations les plus surprenantes de notre système solaire, lors d'une éclipse totale de Soleil. Avant que les physiciens ne les aient compris, ces événements inspiraient la peur. Les Chinois croyaient qu'un dragon dévorait le Soleil. Que se passe-t-il réellement lors d'une éclipse de Soleil? Pour faire simple, la Lune nous bouche la vue du Soleil.
Imaginez que vous soyez au cinéma en train de regarder tranquillement ce qui se passe à l'écran et que quelqu'un traverse la rangée de sièges qui est devant la vôtre et vous bouche la vue. Au cinéma, peut-être n'apprécieriez-vous pas que cette personne vienne vous boucher la vue. Mais dans le cas d'une éclipse, c'est une chance que la Lune vienne se placer devant le Soleil. On en est même ravis. C'est également une chance que la Lune, 400 fois plus petite que le Soleil, soit aussi 400 fois plus près de nous. Cette coïncidence cosmique signifie que les deux objets se trouvent avoir apparemment la même taille dans notre ciel, de sorte que l'une vient obscurcir parfaitement le second. Ce somptueux événement cosmique ne se produit que lorsque le chemin de la Lune croise la ligne qui sépare la Terre du Soleil. L'orbite lunaire est légèrement inclinée d'environ 5 degrés. Si ce n'était pas le cas, nous aurions une éclipse tous les mois. Ce serait ennuyeux. Mais si l'on ne s'ennuie pas, c'est que la plupart du temps, la Lune passe au-dessus ou en dessous de cette ligne qui relie la Terre au Soleil. De sorte qu'au lieu d'en avoir une fois par mois, on a une éclipse totale quelque part sur Terre tous les 18 mois environ. En se glissant face au Soleil, la Lune projette une ombre sur la Terre. La partie externe, où l'ombre est plus légère, s'appelle la pénombre. Si tandis qu'elle se déplace à la surface de la Terre, vous vous trouvez dans l'espace que trace la pénombre, vous ne verrez qu'une éclipse partielle. Mais si vous allez vous poster sur le chemin de cette zone interne, foncée, appelée l'ombre, vous pourrez apprécier le spectacle majestueux d'une éclipse totale. Si vous ne pouvez vous rendre sur le chemin de la totalité, il reste une solution. Attendez quelque part suffisamment longtemps et une éclipse totale passera juste au-dessus de votre tête, environ une fois tous les 300 ans. Le Soleil, brillante étoile de notre système solaire, peut être à la fois d'une beauté époustouflante et d'une violence féroce. Et même si c'est difficile à croire, il ne sera pas éternellement là. Même le Soleil doit mourir un jour. Le Soleil renferme dans son noyau une quantité de carburant déterminée. Et il est soumis à la fusion à un rythme que l'on peut calculer. Admettons que nous ayons ici la vitesse de combustion de son carburant et ici la quantité de carburant dont il dispose. Un calcul très simple met en évidence le moment où le Soleil va mourir d'ici 5 milliards d'années. C'est dommage, mais le Soleil ne s'éteindra pas avec éclat. Il est trop petit pour exploser comme une supernova. Les étoiles ont une spécificité. Elles comptent parmi les rares éléments qui refroidissent en se réchauffant. Tandis qu'elle épuisera son carburant, l'hydrogène, notre plus proche étoile se refroidira et s'effondrera petit à petit sous l'effet de la gravité. L'énergie générée par cet effondrement commencera à réchauffer le noyau à des centaines de millions de degrés, une température à laquelle l'hélium brûle. Sous l'effet de la chaleur que produira l'hélium en brûlant, le Soleil se dilatera jusqu'à devenir un globe monstrueux appelé géante rouge. À force de gonfler, il pourra engloutir les orbites de Mercure, de Vénus et de la Terre. Mieux vaut ne pas être dans les parages à ce moment-là. Avant cela, nous devrons passer d'une planète à l'autre pour assurer notre sécurité. Tandis que l'étoile se dilatera, la Terre changera légèrement d'orbite pour ne pas être engloutie. Il n'empêche qu'en termes de réchauffement, mieux vaudra ne pas traîner par là. Les strates externes de notre Soleil deviendront finalement si instables qu'elles éclateront dans l'espace, laissant derrière elles un petit noyau de la taille de la Terre à peu près. Reprenons. La taille du Soleil, qui fait 1 600 000 km de diamètre, sera revenue à celle de la Terre, qui fait à peu près 10 000 km de diamètre. Ce qui fut notre plus grande étoile sera devenu un noyau de cendres qui se refroidissent lentement. La vie sur Terre telle que nous la connaissons cessera d'exister. C'est ça, la mort du Soleil. Voici de bien mauvaises nouvelles pour le genre humain. Mais voyons les choses du bon côté. Nous avons 5 milliards d'années pour nous préparer à la catastrophe. Pour l'instant, l'humanité continue de se prélasser à la lumière d'un soleil qui n'est qu'à l'aube de son existence. La science a percé bon nombre de ses secrets, et sa colère nous inspire aujourd'hui plus de méfiance que sa beauté ne suscite notre admiration.